Dans cet exercice, on va chercher à faire la comparaison entre ce que nous donne l'étape thermodynamique et le modèle ultra connu du gaz parfait. Pour ça, on va utiliser de la vapeur d'eau à l'état surchauffé, c'est-à-dire qu'on soit sûr qu'elle soit à l'état de vapeur, on ne va pas parler de changement d'état ici, et on va essayer de calculer lors d'une évolution isotherme ce qui se passe quand la pression est multipliée par un facteur 100 et vérifier si le modèle du gaz parfait donne à peu près la même chose que ce qui est indiqué dans les tables. Bon, donc déjà la première chose à faire, c'est essayer de marquer et de regarder à quoi correspondent le premier état et le deuxième état de votre système. Donc on vous dit, on part d'une pression P1 de 2 bars, une température θ1 de 500 degrés Celsius, on a un volume de 100 litres, donc de 0,1 m3, et on voudrait savoir quelles sont les caractéristiques de la vapeur d'eau à cet état-là. Donc là, on cherche les tables de notre système et il faut aller dans la partie superheated water vapor pour avoir la vapeur d'eau surchauffée, c'est-à-dire la vapeur d'eau non saturée, la vapeur d'eau sèche. Et là, vous voyez que c'est donné en fonction de la pression, donc il nous faut 2 bars, c'est en mégapascal, donc il nous faut du 0,2 mégapascal, c'est donc cette ligne-là. Là maintenant, on regarde dans la colonne qui correspond à 500 degrés Celsius, et puis on note tout simplement les valeurs qui sont indiquées. Alors je vais vérifier après les unités et à quoi ça correspond. Donc j'ai 1,781, 3130,7, 3487 et 8,514. Donc si je regarde ici, vous voyez que ça c'est le volume massique, ça c'est l'énergie interne massique, l'enthalpie massique et l'entropie massique, à chaque fois en kilojoules, donc en mètres cubes par kilo pour lui, en kilojoules par kilo pour ces deux-là, et en kilojoules par kilo par Kelvin pour l'entropie. Donc, j'ai toutes les informations voulues pour ce premier état. Maintenant, j'aimerais avoir la même chose à une pression P2 de 200 bars, donc de 20 mégapascales, et une température θ2 qui reste égale à 500 degrés Celsius. L'évolution est isotherme, je ne sais pas quel est le volume correspondant, ça fera d'ailleurs partie des questions à répondre. Donc, si je prends maintenant à 2 mégapascals, qui correspond, non ça correspond quoi à 20 bars, il me faut du 20 mégapascals. Donc 20 mégapascals, elle est ici, 500 degrés Celsius, vous voyez que la température commence plus tôt, avant j'avais encore 250 degrés Celsius disponible, tout simplement parce que la température de changement d'état sous 200 bars va être beaucoup plus importante. Donc on ne peut pas avoir de la vapeur surchauffée à une température inférieure à 400 degrés Celsius. Il faudrait regarder, donc la température de changement d'état est indiquée ici, c'est 365 degrés Celsius, donc c'est pas la peine de donner la colonne à 350, le système n'existe pas. Alors à 500, j'ai dans l'état 2, donc on a un volume massique de 0,01477. Vous voyez qu'il y a une compression à peu près d'un facteur 100 du volume, qui correspondrait à peu près à ce à quoi on attend. Là, l'énergie interne massique, c'est 2942,8. L'enthalpie massique, c'est 3238,2. Et l'entropie massique, c'est 6,1409. Bien. Alors, avec ces informations, voyons voir ce qu'on peut trouver. Donc, première question, trouver la masse M. La masse M, étant donné que vous avez MV, c'est égal au volume, vous avez que la masse M, c'est le volume occupé divisé par le volume massique. Donc, c'est 0,1 divisé par 1,781, et donc si on regarde et qu'on fait l'application numérique correspondante, 0,1 divisé par 1,781, ça me donne du 56 grammes à peu près d'eau. Donc de vapeur d'eau contenue dans un volume de 100 litres, c'est pas très étonnant, 56 grammes à 18 grammes par mol. Vu la température, oui, vous aviez 24 grammes pour
1 mol pour 100 litres. On va pouvoir avoir, on fera les calculs tout à l'heure de toute façon. Le volume V2, V2 c'est simplement la même masse multipliée par le volume massique qu'on a ici en mètres cubes par kilo. Et donc si je multiplie cette masse par 0,01477, j'obtiens un volume en mètres cubes de 8-10-4 mètres cubes, donc de 0,83 litres. Donc vous avez quand même sacrément comprimé votre vapeur d'eau, hein, et on a une compression, une augmentation de la pression d'un facteur 100, une diminution de la pression aussi quasiment un peu plus d'un facteur 100, étant donné que vous passez de 100 litres à moins d'1 litre, mais l'ordre de grandeur reste correct. Donc ça c'était le petit b. Et le petit c, sachant que le travail de reçu nous donne le travail dessus de 1 à 2, c'est 92,4 kJ. Déterminer le transfert thermique reçu lors de cette compression. Le transfert thermique, c'est simplement la variation d'énergie interne moins le travail. Donc le travail il est fourni et la variation d'énergie interne, c'est simplement la masse multipliée par la différence d'énergie interne massique entre les deux cas. Donc on passe donc on a du 2943 moins 3131 multiplié par la masse, donc 0,056, voilà, et ça me donne du moins 10 kJ, et je soustrais encore les 92,4 qui sont aussi en kilojoules, donc j'ai une centaine de kilojoules, ça me donne à peu près moins 103 kilojoules. Et comme vous comprimez, de nouveau, on retrouve ce qu'on a déjà discuté avec les gaz parfaits, et la compression normalement échauffe le gaz n'a pas le droit de s'échauffer parce qu'il reste à température constante, donc il relargue son énergie sous forme de transfert thermique avec l'extérieur. Donc ça reste totalement cohérent avec ce qu'on attendait dans le cadre d'un gaz parfait. Alors, faisons le calcul en supposant que la vapeur d'eau est effectivement un gaz parfait. Donc, c'est ma deuxième question. Comment je trouve la masse de vapeur d'eau contenue dans le réservoir? La masse, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Et le nombre de moles, c'est la pression, donc c'est P1V1 divisé par RT1, GPV égale nRT. Donc je multiplie par la masse molaire. Donc si on fait l'application numérique, alors attention, il faut se mettre en Pascal, en bar, en Kelvin. Donc ça demande quelques changements supplémentaires. Donc j'ai du 2 fois 10 puissance 5 multiplié par 100 litres, c'est 0,1 mètre cube. On va garder en grammes par mol, parce que comme ça on aura la réponse directement en grammes, comme on sait que c'est l'ordre de grandeur du gramme. Je divise par 8,314 multiplié par 273 plus 500. J'aurais pu faire l'addition de tête, ça me fait 773. Et vous voyez que je trouve du 56 grammes, 56,016, donc à 2 bars de pression à 500 degrés Celsius, c'est très peu dense, donc c'est une très bonne approximation d'un gaz parfait à ce niveau-là. Le volume V2 en fin de compression, vous avez que la pression P2 c'est P1 divisé par 100, donc V2, donc c'est P1 multiplié par 100, on a multiplié la pression. V2, ça va être V1 divisé par 100, étant donné que le produit pression fois volume doit rester constant égal à nRT, et donc je devrais trouver de l'ordre de 1 litre. Alors on trouve 0,8, il y a que 20% d'erreur, 17% d'erreur, mais ça reste acceptable, parce que 200 bars, c'est déjà sacrément comprimé, et donc ça donne au moins le bon ordre de grandeur. Maintenant, si on devait estimer le travail, c'est le travail sur une isotherme, donc ça va être du moins nRT ln du volume final sur le volume initial. Donc ça me fait du moins nRT ln de le volume final d'après ce qui est donné ici, V2 c'est 1 centième.
Donc, il me faudrait le n. N, c'est ce 56 divisé par 18. Donc, il suffit que je supprime le 18. Là, hop, on l'enlève. Fois 1, comme ça, il ne s'embête pas. J'ai 3,1 mol. Donc, si je prends ce 3 mol fois 8,314, alors en fait, j'aurais pu faire plus simple. J'aurais peut-être juste dû supprimer ça. Je divise par 1, c'est directement mon PV, c'est nRT, donc ça c'est P0V0, et je multiplie ça par ln de 100, parce qu'il n'y a pas le moins, donc ça me fait du 92,1 kJ, et tout à l'heure ils avaient annoncé du 92,4. Finalement, c'est pas, il n'y a pas une grosse erreur, ça fait encore moins d'erreur que l'erreur qu'on a sur le volume. Donc ça, c'est bon. Et le transfert thermique, le transfert thermique, pour la peine, l'évolution étant isotherme, l'évolution est isotherme, oui, l'évolution est isotherme, la variation d'énergie interne est censée être nulle, alors c'est là où il y a quand même une différence, et donc je devrais avoir du moins 92,1 kJ. Donc si on regarde en pourcentage d'erreur, il y a 17% d'erreur sur le volume. Il y a très peu, donc 0,3% sur le travail. Et il y a de l'ordre de 10% sur le transfert thermique parce que l'énergie interne pour ma vapeur d'eau ne dépend pas juste de la température, elle va aussi dépendre de la pression, ou plus exactement ici du volume qui est devenu beaucoup plus faible. Donc vous voyez que sur le travail, en fait, on peut très bien utiliser notre approximation de gaz parfait. Et puis si on accepte d'avoir 10 à 20% d'erreur sur les valeurs obtenues, ça nous permet quand même d'obtenir des bonnes estimations de ce qu'on peut avoir. Et puis après, de toute façon, comme votre système réel ne va pas faire une vraie isotherme, donc il y a d'autres choses qui rentrent en compte lors de la fabrication de la machine que vous voulez mettre en œuvre, il y aura potentiellement d'autres problèmes à traiter.